climatique. Aujourd'hui, nous avons trois panélistes, dont l'ingénieur Ambani Sèche, l'ingénieur Yonchou Junior et l'ingénieur Ontolo Koumaris. Sans toutefois tarder, je vais commencer avec la première question que je vais poser à l'ingénieur Ontolo Koumaris. Bonsoir, ingénieur Ontolo Koumaris. Quels sont les principaux impacts environnementaux? Je reprends, j'ai eu une perturbation. Bonsoir, Ontolo Koumaris. Quels sont les principaux impacts environnementaux des mines de carrière et quelles sont les mesures prises pour les atténuer? Alors, je vais commencer déjà par allons commencer déjà par dire que nous m'adapter sur les différents impacts environnementaux, ce sera suivant les secteurs environnementaux. Souvent comme les secteurs, nous aurons le sol, nous aurons ensuite l'eau, nous aurons l'agriculture, nous allons visualiser en fait les différents impacts qu'il peut avoir les activités. Nous allons commencer par le sol et sous-sol. Précisément, nous avons sur les sols, pas les métaux tels que le plomb, le mercure, et bien d'autres encore qui sont utilisés pour l'exploitation. En ce qui concerne les impacts de l'eau, nous avons entre autres, nous avons la modification de l'équilibre et la pression sur la ressource en eau. En plus, nous avons quelque chose de plus grave, c'est la pollution. La pollution ou alors la contamination de ces eaux, que ce soit les lacs, par les substances chimiques toxiques. Nous avons les marées noires qui contiennent les produits. Nous allons directement sur la faune. La faune, nous avons comme conséquence la pollution, justement, les eaux, nous avons la perturbation, nous avons la destruction et même la disparition de la faune aquatique. Bien évidemment, avec les opérations d'abattage, nous avons l'éloignement et la perturbation du monde de la faune. Nous avons fait que la publication du monde massif passe par l'autre et l'autre en l'air par les métaux. Et la sécurité, nous avons la licence qui sont aussi alors là, l'un des parcs majeurs dans l'activité sécuritaire de l'environnement. Nous avons les luttes et les travail. Nous avons diverses maladies qui peuvent être causées par l'inhalation des poussières et des substances chimiques. Admettre que l'activité minière et l'activité de carrière non pas seulement n'est pas négative,
nous avons dans les rapports grâce à nous avons dans l'amélioration des conditions de la généralement présent dans les villages, dans les campagnes, contribue à prendre le monde des populations de bien en créant des villages, créant des zones. Et enfin, nous avons également la création d'emplois. Ce sont les activités qui ont de nombreux, qui en fait ont des formes de joie, et donnent une main d'œuvre. C'est un apport très positif dans la vie. Nous avons aussi des activités qui regroupent facilement tous les secteurs. Il y en a, il y a des électriciens, il y a des il y a même des électriciens. En fait, ce sont des domaines qui regroupent vraiment tous les domaines. En gros, voilà, en quelque sorte, les principaux des pas qui pouvaient de façon relever de l'activité, de l'activité. Dans la suite, les moyens internationaux, nous verrons les mesures qui sont en place et je remets la parole au ministère. D'accord. Merci, ingénieur de la Forêt, pour très clair ce mot. Sans toutefois tarder, je continue encore avec vous. J'aimerais savoir comment l'exploitation minière peut-elle contribuer à la dégradation des sols et des ressources en eau. Et quelles pratiques de réhabilitation environnementale sont pour tous les écosystèmes, puisque tu nous as parlé des parcours constatés. C'est très grave. Quelles sont les mesures prises pour pallier à ces impacts, pour essayer d'atténuer ces impacts? Ingénieur. Comment est-ce que l'activité vient impacter votre vie? Déjà, nous savons que pour l'activité en fait, on fait face à l'utilisation de nombreux très toxiques. Lorsqu'ils sont mal gérés, lorsqu'ils sont pas, lorsque l'utilisation des cette contamination a de nombreuses conséquences. Parmi ces conséquences, nous avons la perte de la biodiversité, nous avons la perte des terres de secs, la qualité et sur la ressource en eau, comme je disais tantôt, nous avons la modification, nous savons que généralement, dans le cadre de l'exploitation, l'exploitation se fait principalement sur les têtes. Normalement, on se dit les choses pour pratiquer l'exploitation. C'est en fait une nouvelle direction. Ça crée en plus de cela de nouveaux lacs. Et ces lacs sont généralement très. En plus de cela, nous pouvons encore citer la contamination de ces eaux. Nous savons que l'eau n'a pas pas- ou alors de l'eau qui commence toujours. Et donc cette contamination-là est très dangereuse parce que ça va sur une très longue distance. Et c'est en fait donc, en fait, pas quand pour les méthodes comme les doses nous avons généralement pour la réhabilitation. Et comme je le disais tantôt, ça passe par la réintroduction dans la
Ingénieur Antonio, s'il vous plaît, on a du mal à vous suivre. Vous êtes encore avec nous? J'espère que là, vous m'entendez mieux. Oui. Tantôt, comme méthode de réalisation, en ce qui concerne les sols de santé, nous avons la réintroduction des mutations initiales pour aider à la stabiliser en fait les sols. De cela, il y a l'introduction de en fait des zones qui ont complètement perdu. Généralement, la surveillance environnementale à long terme est très cruciale. L'approche actuelle sont axée sur la durabilité des métiers. Nous avons pour ce fait la réduction des déchets minés et l'adoption des techniques propres qu'on trouve dans les entreprises. Et nous pouvons dire, en d'autres termes, ça sera en grosso modo à beaucoup. Quand à l'eau, généralement, cela se fait d'abord en amont, avant l'exploitation, pour identifier au maximum les risques de et il y a plusieurs méthodes de, comment dirais-je, de gestion de l'eau qu'on ne va pas forcément tout détailler, mais D'accord, merci ingénieur. Vous n'allez pas nous quitter, mais on va un peu passer du côté de ingénieur Yonchou Junior qui va nous aider à comprendre l'importance de la géographie, l'importance des SIG. Bonsoir ingénieur Yonchou. Ingénieur Yonchou Junior, bonsoir, est-ce que vous êtes là? À ce que je constate, ingénieur Yonchou Junior a sûrement un problème de connexion. Bon, on va un peu passer du côté de l'ingénieur Banissège. Il nous parle un peu, il nous donne un bref résumé sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, ingénieur Banissège? Car ça fait partie de notre thème. Merci beaucoup pour la parole ainsi remise. Donc, comme vous avez souligné au départ, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est principalement la thématique sur l'apport d'intelligence artificielle et des systèmes d'information géographique, entre parenthèses, à l'évaluation des impacts environnementaux. Donc, déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de définir déjà ce qu'on entend par intelligence artificielle. Donc, veuillez couper votre micro, monsieur Lassana. Donc, comme je le disais tantôt, pour pouvoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de définir ce que l'on entend par intelligence artificielle. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est juste la capacité des machines à effectuer des tâches qui normalement nécessitent de l'intelligence humaine. Elles apprennent à évoluer et s'adaptent, transformant notre vie et notre manière et la manière dont nous effectuons une évaluation d'impact environnemental. Donc, l'intelligence artificielle ici, c'est comme son nom l'indique, c'est une intelligence qui c'est l'apprentissage machine encore, l'intelligence artificielle ou alors apprentissage machine, c'est-à-dire la machine se sert des phénomènes qui existent déjà ou alors et se sert des phénomènes naturels, des exemples de phénomènes pratiques pour apprendre, pour pouvoir définir des phénomènes futurs. De façon générale,
C'est ainsi qu'on pourrait définir l'intelligence artificielle comme étant l'apprentissage machine de façon basique. L'intelligence artificielle est encore confondue à l'apprentissage machine. Merci pour votre question. D'accord, merci, ingénieur Manisèche. J'ai encore une question à vous poser. Quels sont les grands défis actuels de l'évaluation des impacts environnementaux et comment l'intelligence artificielle pourrait-il contribuer à les relever de manière plus efficace? Ok. Quels sont les grands défis actuels de l'évaluation d'impacts environnementaux? Et principalement, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut donc aider à résoudre ces soucis-là, ces défis? Donc, je vais d'abord commencer par présenter les défis que l'on peut rencontrer, du moins les défis que l'on pourront faire face en ce qui concerne l'évaluation des impacts environnementaux. Donc, ces défis sont nombreux, notamment la complexité croissante des systèmes naturels. Nous avons aussi le suivi à long terme des changements environnementaux et la nécessité de prendre en compte un large éventail de facteurs interconnectés. Nous avons le fait, la capacité, le grand flux d'informations traitées dans le traitement de l'évaluation d'impact environnemental. Nous avons la complexité dans la caractérisation des relations qui lient les différents facteurs environnementaux. Comme vous le savez, l'environnement ou alors la nature en général, c'est l'un des facteurs les plus complexes à caractériser. Alors, si on veut évaluer l'impact d'un phénomène, il est important de pouvoir le caractériser. C'est dans ce sens-là que l'intelligence artificielle entre en jeu, parce que grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait contribuer de manière significative à relever un ensemble de défis, parmi lesquels je pourrais prendre l'exemple, l'IA pourrait être utilisée par exemple dans l'analyse des séries temporelles de données environnementales, dans le cadre de l'identification des modèles du changement et des modèles de prédiction d'impact potentiel. En utilisant des techniques avancées, par exemple, de modélisation et d'apprentissage automatique, on peut donc utiliser l'intelligence artificielle ici là pour résoudre des problèmes concrets. Donc, les défis ici sont non majeurs en fonction du secteur d'activité dans lequel on décide de s'orienter. Merci. D'accord, merci, ingénieur Serge. Bon, je vais encore poser une autre question. En quoi l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'information géographique améliore-t-elle la modélisation environnementale et la prédiction des impacts futurs? Ok, je vous remercie pour votre question. Je vous remercie. En quoi est-ce que la... Je vous écoute, s'il vous plaît. En quoi est-ce que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'information géographique améliore-t-elle la modélisation environnementale et la prédiction des impacts futurs? Ok, pour pouvoir répondre à cette question, je vais d'abord essayer de parler un peu de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'évaluation de l'impact environnemental. Et ici, je vais m'attarder principalement sur 3 points pour pouvoir mettre en exergue l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'évaluation de l'impact environnemental. Ces points, par exemple, nous avons l'analyse des images satellitaires. Les techniques d'apprentissage automatique peuvent être employées pour l'analyse automatique de grandes quantités d'images satellitaires, permettant la détection des changements environnementaux tels que la déforestation, l'expansion urbaine, la diminution du couvert végétal, dans le cadre minier principalement avec les cartes d'occupation. Nous allons y arriver. Dans les modèles de prédiction, l'utilisation des réseaux de neurones, par exemple, et des méthodes de régression peuvent permettre de prédire des impacts futurs liés au changement climatique tels que l'évaluation du niveau de la mer, l'évaluation de la température ou alors les événements météorologiques extrêmes. Ça, c'est une possibilité en ce qui concerne les modèles de prédiction et il y en a tant d'autres. En troisième point, nous avons l'analyse des données spatiales. Les algorithmes d'apprentissage machine peuvent être appliqués pour des modélisations des relations spatiales entre différentes variables environnementales, facilitant ainsi la compréhension des phénomènes complexes tels que la pollution de l'air, la dégradation des sols, la biodiversité ou alors tout ce que vous pouvez mettre dans l'analyse des données spatiales. Et comme vous l'avez dit, nous avons aussi l'intégration maintenant de l'IA dans les systèmes d'information géographique. Et sur ce côté-là, je vais aussi m'attarder sur 3 points principalement. L'IA dans les systèmes d'information géographique améliore la capacité de ces systèmes à gérer et analyser les données spatiales.
Donc, elle permet de gérer et de mieux analyser les données spatiales. Ici, là, je vais prendre trois cas, ou bien alors trois exemples, trois domaines dans lesquels je vais montrer l'importance de l'application de l'IA ou alors l'intégration de l'IA dans les CI. Je vais principalement prendre la cartographie prédictive. Donc, en combinant les données environnementales avec des techniques d'apprentissage machine, il est possible de créer des cartes de prédiction indiquant des zones à risque, telles que les zones sujettes peut-être à des inondations, ou alors des zones de déforestation probables. Donc, on peut aussi même prendre des habitats naturels menacés. L'IA peut permettre, au travers d'une cartographie prédictive, d'améliorer la prédiction de ces différents exemples que j'ai pu citer. Nous avons l'analyse des séries temporelles, ou alors l'analyse temporelle automatisée. Les modèles d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour analyser les séries temporelles de données géographiques, faciliter ainsi la surveillance à long terme des changements environnementaux et la détection des tendances significatives. Donc, dans ce sens-ci, l'analyse des séries temporelles peut être utile, et même au niveau même du plan du PGS, de l'élaboration du PGS, du plan de gestion environnementale, l'analyse des séries temporelles peut être utile en intégrant ici l'intelligence artificielle. Je vais ajouter encore l'optimisation des processus de prise de décision. Les SIG intégrant des fonctionnalités, il y a des logiciels actuellement qui intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Cela peut aider à optimiser les processus de prise de décision en fournissant des analyses spatio-temporelles avancées et permettant aussi d'améliorer les scénarios prédictifs des évaluations d'impact basées sur des données géographiques riches. Donc, il y a plusieurs logiciels qui implémentent ça. Le logiciel Indy, par exemple, utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Le logiciel EDAS utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, voilà un peu de façon simple et brossée les différents points qui peuvent, dans lesquels on peut intégrer l'intelligence artificielle, que ce soit dans le système d'information géographique ou alors dans l'évaluation de l'impact environnemental. J'espère que prochainement, j'aurai l'occasion de présenter ici peut-être deux cas dans lesquels on peut concrètement voir comment est-ce que l'IA peut être un facteur majeur dans l'évaluation de l'impact environnemental. Donc, merci pour la parole donnée. Je vous repasse la parole. Merci, ingénieur Badissé. Si on peut bien comprendre, il y a la nouvelle vision. J'ai encore une question à vous poser, ingénieur Bani. Vous pouvez nous citer des cas concrets où l'intelligence artificielle a été utilisée avec succès pour prédire les impacts environnementaux, par exemple des données géographiques? Oui, effectivement. Je vais prendre ici deux cas. Nous avons une étude de cas sur le suivi des déchets de plastique, le suivi des déchets plastiques dans les océans. Donc, on sait ici là que les déchets plastiques sont l'une des principales sources de pollution qui donnent les nerfs aux différents gouvernements, parce que ce n'est pas évident de pouvoir gérer ce gros plein de déchets plastiques. Donc, comment est-ce que l'IA peut donc intervenir dans ce sens-ci pour permettre d'effectuer un suivi de ces déchets plastiques dans les océans, histoire de savoir où est-ce que les déchets peuvent se retrouver à un moment précis, en fonction donc de l'intelligence artificielle. Donc, les organismes environnementaux sont confrontés à la nécessité de cartographier et de suivre de manière plus efficace la dispersion des déchets plastiques dans les océans, afin d'orienter les efforts de nettoyage et de sensibilisation à la gestion durable des océans. Donc, dans ce cas-ci principalement, comment est-ce que je vais présenter une solution qui lie à la fois l'intelligence artificielle et les systèmes d'information géographique? Donc, dans ce cas-ci principalement, en combinant les technologies d'imagerie par satellite et des modèles d'apprentissage machine, une solution peut être développée pour déterminer et cartographier les amas de déchets plastiques en mer. Donc, identifier ainsi donc les zones les plus touchées. Cette solution use des données géographiques pour géolocaliser des déchets plastiques détectés et fournir des informations essentielles pour la planification du nettoyage ciblé, ainsi que la mise en place des politiques de réduction des déchets au point d'origine. Ici, les principales sources de données qu'on utilise principalement dans ce cas-ci, ce sont les images satellitaires. Maintenant, ça, en fonction du cas, ou alors en fonction on va souvent dire quoi, des sources de moyens que nous avons, on peut utiliser des images satellitaires un peu plus précises que d'autres. Mais néanmoins, pour obtenir qu'on peut utiliser des images satellitaires, qui est déjà une source du système d'information géographique,
et des modèles d'apprentissage ici qui sont dans le cadre de l'intelligence artificielle en vue de proposer une solution plus optimale pour pouvoir identifier les zones les plus fortement touchées dans la mer, dans les océans en déchets plastiques. Donc voici un premier cas que je peux vous présenter maintenant. C'est avec ces méthodes-ci, en ce qui concerne l'apprentissage de machine, il y a une infinité de méthodes qui peuvent être utilisées, mais chaque méthode a forcément des contraintes et en fonction de la nature des données que nous avons, nous savons quelle méthode est-ce que nous pouvons employer. Donc, le second cas que je m'en vais vous présenter ici, c'est la surveillance des affaissements du terrain dans les mines souterraines. La surveillance des affaissements du terrain dans les mines souterraines. Donc, la contrainte ici, c'est quoi? C'est que les opérations minières souterraines sont confrontées au défi de surveiller attentivement les risques d'affaissement du terrain, pouvant entraîner des dommages matériels et des risques pour la sécurité des travailleurs. C'est le principal problème que nous rencontrons dans le cadre de ce problème-ci. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire face à cette difficulté? Comment est-ce que nous pouvons faire face à cette difficulté en utilisant les méthodes d'intelligence artificielle et des systèmes d'information géographique? Donc, par exemple, par intégration des capteurs de surveillance géotechnique et des données géospatiales pertinentes dans les sites. Les modèles d'intelligence artificielle peuvent être développés pour prédire les risques d'affaissement du terrain en combinant les données telles que la déformation du sol, les propriétés géologiques, la topographie du site. Les différents modèles que nous pouvons utiliser dans l'intelligence artificielle peuvent alerter les équipes minières des zones à risque et faciliter la planification des mesures préventives pour assurer la sécurité des opérations. Donc ici, là, vous vous rendez compte qu'il y a déjà un grand flux de données qui sont utilisées. Il y a déjà des données satellitaires qui peuvent être utilisées dans ce cadre-ci aussi. Nous avons les capteurs géotechniques qui peuvent être utilisés. Nous avons la déformation du sol, les données de déformation du sol, les propriétés géologiques, la topographie, qui est toujours dans le domaine des systèmes d'information géographique, qui peuvent être utilisés dans ce cadre-ci aussi, pour permettre aussi d'améliorer dans la planification même, pour améliorer dans la gestion des risques des affaissements dans les mines, principalement que ce soit dans les mines souterraines ou alors même dans tout autre type de mine qui peut nécessiter la gestion des risques d'affaissement. Et cela même peut s'appliquer même dans le BTP. Généralement, c'est vrai qu'on utilise parfois uniquement les essais géotechniques pour savoir si un bâtiment pourra supporter, un sol pourra supporter peut-être la puissance d'un bâtiment. Mais on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle parce qu'elle nous permet de traiter un plus grand flux d'informations par rapport aux données, aux sources classiques. Donc voilà, de façon ramassée comme ça, les deux cas que je pouvais vous présenter par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'information géographique et pour l'évaluation de l'impact environnemental. Merci. D'accord, merci ingénieur Manisser. Ce que moi je retiens, c'est la donnée, les données et encore les données. Les entraînements des systèmes d'entraînement de l'intelligence. Bonsoir ingénieur Yoranchou Junior, vous êtes là? Ingénieur Yoranchou Junior. D'accord, la machine a fini par travailler là. Bon, nous allons continuer avec l'ingénieur Mbaye. Ingénieur Mbaye, quels sont les outils et les approches de l'IA qui sont actuellement plus pertinents pour l'évaluation des impacts environnementaux et comment sont-ils utilisés dans le contexte des systèmes d'information géographique? Ok, je vous remercie pour la parole ainsi donnée. Quels sont les outils d'IA les plus pertinents? Quels sont les outils d'IA les plus pertinents qui sont généralement utilisés dans l'évaluation de l'impact environnemental? Cette question-ci, on pourrait dire quoi? C'est en fait le piège dans lequel tombe la majorité des personnes qui essayent de vouloir effectuer une évaluation ou alors une prédiction en utilisant l'intelligence artificielle. Je m'explique. En principe, je peux dire sans me tromper qu'on ne peut pas affirmer qu'il existe une méthode ou alors un outil qui est le plus approprié pour l'évaluation de l'impact environnemental. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au départ, la nature est assez complexe. La nature étant assez complexe, même le modèle d'intelligence artificielle le plus complexe qui soit ne serait peut-être pas le plus approprié pour un problème. Je vais prendre un cas.
Généralement, dans l'intelligence artificielle, nous avons le machine learning et nous avons le deep learning. Le deep learning ici qui traduit l'apprentissage profond. Dans l'apprentissage profond, on pourrait se dire, ok, c'est vrai, les méthodes étant développées dans l'apprentissage profond sont en réalité plus complexes et donc, dans certains cas, peuvent vous fournir un résultat adéquat en fonction de l'étude que nous sommes en train de vouloir mener. Mais c'est très faux de prendre les choses de la sorte parce que, comme vous avez dit, monsieur le modérateur, tout part de l'analyse de données. Tout est question de la donnée que nous sommes en train d'étudier. Comment est-ce qu'on traite cette donnée? C'est l'analyse de cette donnée qui nous permet de conclure effectivement sur le choix d'un modèle en particulier. Et aussi, ce que je souhaitais ajouter, c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce qu'un modèle est le plus complexe qu'il soit, qu'il est forcément le plus approprié. Parfois, dans des cas où, par exemple, vous essayez peut-être d'effectuer une carte d'occupation du sol en utilisant peut-être des données, je vais dire des données satellitaires et puis des données peut-être de GPS, et vous combinez ces données-là, maintenant vous voulez créer un modèle, vous allez peut-être utiliser, quelqu'un pourrait utiliser les réseaux de neurones dynamiques qui sont dans le cadre du deep learning. Et or que dans ce cas, une simple régression linéaire dans le machine learning aurait été suffisante. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que le modèle est complexe qu'il est adéquat. Parfois, il suffit juste d'un simple modèle, un simple petit modèle pour obtenir l'objectif de ce qu'on souhaite faire. Et là, ça dépend maintenant de la manière dont les données ont été analysées. Donc, tout commence par l'analyse de données. Et après avoir même effectué un modèle de prédiction, nous avons l'analyse de données encore. Donc, les outils, il y en a plusieurs. Nous avons les réseaux de neurones dynamiques, nous avons les réseaux de neurones profonds, nous avons le SVM, les forêts aléatoires, l'autocodage. Il y a tellement de méthodes qui sont citées, les XGBoost, AdaBoost, Lightboost. Donc, il y a tellement de méthodes. Mais comme je disais tantôt, c'est en fonction de la nature de nos données, de l'objectif visé et aussi de la compréhension même du réseau de neurones en question. Parce qu'il faut parfois mieux comprendre comment est-ce que fonctionne un réseau de neurones ou alors comment est-ce que fonctionne un algorithme de machine learning, de deep learning. En fonction de cette connaissance-là, nous savons mieux comment est-ce que nous pouvons le réadapter. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mis un gros nom, support vecteur machine par exemple, sur l'étude d'un phénomène que forcément c'est cet algorithme-là qui est le mieux approprié. Raison pour laquelle il faut faire plusieurs essais et connaître en fonction de la littérature, parce qu'il est aussi question de se documenter. Vous allez faire une recherche sur les anciens sujets qui ont, ou alors sur ce qui a été fait dans la sphère scientifique en fonction de la thématique que vous êtes en train d'aborder, en fonction de cela, donc, vous pouvez avoir, il y a des orientations sur les méthodes appropriées à choisir, ou alors faire plusieurs expériences. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, je ne pourrais pas vous dire qu'il existe une méthode appropriée dans le cadre de l'évaluation des impacts environnemental. Bon, c'est vrai qu'actuellement, il y a des méthodes qui reviennent beaucoup plus dans les publications scientifiques, telles que les supports vecteurs machines, les forêts aléatoires ou alors les réseaux de neurones. Mais cela ne veut pas pour autant dire que ce sont les modèles les plus appropriés. Et cela varie en fonction du phénomène étudié. Merci. D'accord, merci. Donc, si on va bien comprendre la sorte de problème, son modèle. Ok. Ingénieur de la Romaric, vous êtes pas quitté. J'aimerais savoir, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait substituer l'homme dans la prise de décision des impacts environnementaux? À un moment de la vie, je serais mais bien que dans cette situation, on est dans un moment très important, il y a aussi ce besoin de l'évaluation pendant le temps comme ça. Nous savons que un peu tout ça comme ça. Donc, c'est très bien que quelqu'un a été bon, le but c'est de recueillir des informations par exemple, pas en un cas, on a peut-être des facts sociaux. Donc, c'est dans cette société, c'est très bien qu'on fasse cela. Du coup, l'enquête, c'est très bien appliquée les populations. Donc, du coup, je pense que
dans l'éducation. Ok, d'accord, merci, merci. J'avais déjà peur que les machines devaient me voler tout le travail. On dirait qu'on a besoin des hommes pour pouvoir travailler. Ok, ingénieur en base sèche, j'espère que vous êtes toujours présent, que la connexion n'est pas encore fait défaut, car nous sommes en Afrique, nous n'avons pas de bon bande passante. L'intelligence artificielle peut être utilisée dans différents domaines, tels que les domaines de la santé. Si oui, si une décision est mal prise, comment se passe-t-il? Ok, je vous remercie pour votre question. Déjà, oui, elle peut être utilisée, elle s'utilise déjà. Comme je disais tantôt, tout dépend du secteur d'activité ou alors du service dans lequel il est utilisé. De nos jours, il y a des appareils coordonnés par intelligence artificielle qui peuvent terminer des opérations chirurgicales au millimètre près. Il y a déjà même des logiciels qui permettent la gestion des hôpitaux, toujours dans le domaine de la santé, toujours menés par intelligence artificielle. De nos jours, même la meilleure façon même de pouvoir gérer, on va dire ça comment, la réallocation dynamique des tâches dans un grand hôpital, c'est toujours l'intelligence artificielle qui permet de savoir qui est-ce qui va faire quoi, sortir le programme ou alors l'organigramme. Donc, c'est possible. S'il y a des problèmes, c'est-à-dire s'il y a des bémols suite à la gestion de l'intelligence artificielle, je crois que le problème revient à la personne qui a monté l'algorithme, la façon dont est-ce qu'il a pris en compte toutes les données, est-ce que le modèle a été suffisamment entraîné avant d'être déployé. Ce sont des questions aussi qui peuvent nous permettre de choisir à qui la faute. Principalement, merci. D'accord, merci ingénieur Manicef. C'est vrai qu'on s'est écarté de vos domaines d'expertise. On a quitté la mine à la santé, mais c'est ça, l'ingénieur des mines, c'est tous les secteurs d'activité. On est appelé partout. Merci pour votre intervention. Nous allons passer à la phase des questions-réponses. Donc, la phase des questions-réponses, ne nous quittez pas et nous sommes tous là. Et l'ingénieur Junior va intervenir. Il va dire s'il a quelque chose à nous dire. Par l'ingénieur géomaticien. Ingénieur Yonchou, bonsoir. Bonsoir, veuillez activer votre micro, si ce n'est pas activé. Ingénieur Yonchou, votre micro n'est pas encore activé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous avez un souci avec votre appareil. C'est juste au fond de votre écran, il y a un signe micro, je ne sais pas. Bon, quand il va régler son problème, on va revenir, on va tous revenir. On va revenir vers lui. Bon, passons à la phase des questions-réponses. Nous écoutons, on va prendre les questions une à une. Nous attendons vos différentes interventions. Oui, monsieur Okoki, nous vous écoutons pour votre question. Nous passons la parole. Pas disponible, non, je vais lever la main, je passe pas. Monsieur Russell, nous passons la parole pour votre question. Bonsoir et merci de me passer la parole. Bon, en fait, je vais poser une question à l'ingénieur Baki. Bon, moi, je suis l'ingénieur
travaille en génie structurale et en hydrobiologie. Et nous savons que l'étude l'impact environnemental, spécialement en hydrobiologie, les eaux souterraines, est une étude vraiment très complexe parce qu'ici, on prend en compte énormément de facteurs en allant de la géologie, la zone, la pédologie, la structure du consort. Maintenant, est-ce qu'il existerait donc une méthodologie scientifique d'intelligence artificielle qui pourrait nous permettre de prendre en compte tous ces facteurs-là et d'avoir une estimation bien, une évaluation précise à ce qui peut concerner que ce soit la pollution, que ce soit sur la dispersion des polluants dans les sites d'exploitation, des sites d'exploitation miniers par exemple. Donc, c'est un exemple. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer sur cette question-là. Alors, ingénieur Serge, j'ai une question pour vous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre? Vous pouvez éclairer M. Roussel. Ok, merci pour cette question. Est-ce qu'il y a une méthodologie simple pour répondre à cette problématique? La méthodologie, elle est simple en fonction de la personne qui l'observe, si on va dire ça comme ça. Mais de prime abord, il y a des étapes classiques déjà à suivre lorsqu'on veut effectuer la prédiction avec l'intelligence artificielle et lorsqu'on souhaite obtenir un résultat. La première chose, c'est d'abord de connaître quels sont les facteurs qui influencent notre phénomène. Et la deuxième chose, c'est de savoir quel est l'objectif en fait. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Si on cherche à faire une évaluation, peut-être, je vais dire, vous avez parlé des nappes d'eau souterraines, je cherche à évaluer par exemple les métaux lourds, les variations d'impact environnemental concernant les métaux lourds sur la nappe d'eau phréatique par exemple. Ça, c'est ce que je cherche à faire, mais concrètement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux connaître quelle est la teneur moyenne? Est-ce que je veux connaître quelle est la propagation du métal en question? Est-ce que, bon, vous voyez, il y a pas mal de questions à se poser. Une fois que vous avez répondu ça, maintenant, à ces questions-là, vous pouvez vous poser la question de savoir quels sont les paramètres qui influencent donc le déplacement peut-être du métaux, l'infiltration dans le cadre du sol, l'infiltration peut-être de ce métal dans le sol, ou encore comme paramètre, dès que vous avez défini maintenant les paramètres qui influencent, vous avez déjà vos paramètres d'entrée, vous avez les paramètres de sortie, on va dire ça comme ça. Maintenant, avec les paramètres d'entrée, maintenant, la première, vous savez que vous avez une base de données, parce qu'une base de données est conçue de telle enseigne qu'on puisse avoir les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie. Une fois que vous avez défini ça, vous avez un dataset. Avec ce dataset-là, maintenant, vous pouvez effectuer une analyse statistique des données afin de comprendre la tendance des données, la nature des données, la description même des données, savoir comment est-ce que les données sont réparties de façon, du moins, la structure des données en fait, la description des données. C'est en ça que sert en fait cette analyse des données sur la dataset que vous avez conçue. Une fois que vous avez donc fait cette analyse des données là, vous allez choisir un modèle de prédiction en fonction de la revue de littérature que vous avez effectuée. Vous choisissez un modèle de prédiction et vous entraînez le modèle. Vous choisissez aussi le langage bien adéquat. Si c'est que vous allez utiliser un langage de programmation ou alors un logiciel, vous choisissez le logiciel ou le langage. Dès que c'est fait, vous définissez donc un modèle, vous entraînez votre modèle. Une fois que vous avez un modèle d'entraînement, donc vous entrez les données et vous effectuez une prédiction pour obtenir le résultat que vous avez décidé au départ. Principalement, voilà, de façon, on va dire, ramassée, basique. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour utiliser l'intelligence artificielle? Merci. Ah, d'accord, merci, monsieur Serge, monsieur Ambani. J'espère que monsieur Gaël est satisfait de votre réponse. Je vais passer la parole à monsieur Alex. Monsieur Alex, vous avez la parole pour votre intervention. Votre micro n'est pas activé, monsieur Alex. Ah, je pense que c'est bon. Bonsoir à tous. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Déjà, je tiens à vous féliciter pour l'entreprise que vous avez tenu à investir. Déjà d'éclairer à l'antenne du bon nombre d'entre nous qui viennent de l'intelligence artificielle. Bon, je vais grand au but. Dans un contexte camerounais ou alors africain en général, comment implémenter de façon palpable tous ces méthodes d'intelligence artificielle au travers des résultats qu'on peut avoir dans les méthodes de prédiction comme
à qui veut la parole. D'accord, je vais passer la parole à l'ingénieur Omari Santoro. Pour la réponse, Santoro Omari, vous avez que la question. Vous avez la parole. Omari, t'es encore l'ingénieur? Apparemment, elle a un souci de connexion. Bon. Ingénieur Manissé, je pense que vous pouvez répondre à cette question, pour nous éclairer par rapport à cela. Merci beaucoup pour la parole, ainsi Denis. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre de changer le quotidien d'une mine de façon concrète? Et effectivement, votre question elle est pertinente parce que on ne prédit pas pour prédire. Forcément, si on prédit ou alors si on utilise l'intelligence artificielle dans un cas spécifique, c'est en vue d'améliorer les conditions. Par exemple, dans le cas de l'évaluation d'impact environnemental, je vais prendre un cas. Par exemple, lorsqu'on effectue peut-être une carte d'occupation du sol, c'est en vue d'étudier le couvert végétal. Le couvert végétal, pourquoi est-ce qu'on étudie le couvert végétal? Histoire de savoir comment est-ce que quel est l'impact que la mine, par exemple, a eu sur le couvert végétal en fonction des différentes années et pouvoir même faire des prédictions sur les années futures. Donc maintenant, quand on utilise par exemple l'intelligence artificielle pour effectuer cette prédiction-là, sur peut-être sur les impacts futurs, ici, le principal apport que nous avons, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire une meilleure prédiction de l'impact futur du couvert végétal. Une fois qu'on aura donc cette prédiction-là, il est maintenant, pour pouvoir savoir comment est-ce que de façon concrète cela va s'appliquer, on va utiliser, on va prendre cette carte d'occupation de sol et maintenant préparer un plan de réhabilitation, peut-être du site, ou alors de préparer un plan de gestion des déchets environnementaux, le PGS par exemple. Donc ça sont des cas concrets dans le cadre de l'environnement. Merci. D'accord, merci. Je dois me comprendre. On prend l'ingénieur pour la décision qui fait pas gouvernement sorti qui peut appliquer les lois. Bon, nous allons passer la parole à l'ingénieur Franck qui est avec nous. Franck, nous passons la parole. Bon, je pense qu'il a décliné. On n'est plus intéressé par Franck, nous vous passons la parole. Bon, quand Franck passe la parole, nous passons la parole à M. Abendi. M. Abendi.
dans les produits, c'est on n'a pas pu pallier les applications possibles justement de cette information et d'ailleurs rester dans le champ élémentaire. Une autre chose là, c'est que généralement ces méthodes ont un souci, c'est qu'elles ne sont pas encore complètement validées. Donc il faut un temps de validation pour des méthodes qui sont utilisées généralement de façon beaucoup plus de nos jours dans la recherche, dans les études, mais pas vraiment encore très appliqué dans les études minières parce que c'est encore très nouvellement appliqué. Donc il y a des besoins de validation de la méthode. Ça veut dire qu'une fois qu'un certain nombre d'études vont se mettre en place, ils vont avoir des résultats qui sont probables pour la détection, pour la prédiction de phénomènes dans plusieurs localités, dans plusieurs pays, ou dans les différents continents. Alors, il y aura comme des validations qui vont maintenant être validées et reconnues internationalement, c'est-à-dire pouvoir être utilisées par les industries minières, il y a des critiques parce qu'il y a des critiques, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une campagne avec l'intelligence artificielle, il y a toujours des critiques, toujours là, c'est possible, etc. Donc lorsqu'il y aura une très grande écope de travail dans ce sens-là, on pourra maintenant valider ces méthodes qui sont désormais applicables comme des méthodes standards, on peut avoir juste des méthodes qui sont parfois anciennes et qui ont pas forcément montré l'efficacité avérée. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci, monsieur Avende. Merci encore une fois de plus pour votre rapport. Nous sommes à apprendre ça et faites comme lui. Si quelqu'un a des améliorations, a des suggestions à faire, qu'il le fasse. Et on grandit tous ensemble. Merci encore une fois de plus, monsieur Avende. Monsieur Franck, nous passons la parole. Bonjour les grands panélistes, bonjour à toute l'assistance. Moi, je suis ingénieur au terme de ingénieur en QCC. Je vais revenir sur les méthodes de réhabilitation citées par l'ingénieur Romaric. On a parlé des méthodes de réhabilitation pour les différencier. Et notamment, on a cité la gestion par la végétation. Est-ce que la réhabilitation par les méthodes la végétalisation, est-ce que c'est là été pour tous les différenciés, que ce soit au niveau des carrés, que ce soit au niveau des sites d'orpaillage ou bien c'est là spécifiquement pour certaines autres études et à combien de pourcentage d'efficacité c'est là été évalué. Et si oui, est-ce que pour les drainages miniers acides, est-ce qu'on peut utiliser un peu de végétalisation pour pouvoir remédier à ce problème ou bien il faut travailler en amont pour pouvoir éviter que ce problème d'abord existe. Ça, c'est pour ma participation. Merci pour votre question. Nous allons passer la parole à l'ingénieur Antoine Romaris pour qu'elle puisse la répondre. Ingénieur Antoine Romaris, vous avez la parole. Bon, merci. Là, je dirais que les méthodes de la décision d'implanter une méthode de réhabilitation dans un cas au hasard. Cette méthode est préalable avant parlant par exemple, avant d'implanter une méthode, on va d'abord étudier les facteurs de on va avoir toutes les informations sur les facteurs. Ça veut dire si un impact sur on ne va pas appliquer la même méthodologie. L'impact pour le monde là, alors la même importance.
de la qualité, la qualité des corps, des personnes, même, et même, on va être très en compte pour déterminer l'efficacité. On ne peut pas dire comme ça au hasard l'impact est par exemple plus grave et aussi la méthode de réhabilitation, nous allons voir la efficacité. Donc là, D'accord, d'accord. Merci, ingénieur Don Romanes. On va toujours constater à chaque fois que à chaque problème, on ne peut pas appliquer à chaque site les mêmes solutions. On va étudier, faire les études en amont pour pouvoir proposer des solutions. D'accord, nous allons passer la parole à l'ingénieur Yonju Junior. Ingénieur Yonju Junior, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez eu Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez eu un problème de connexion tout au début de la conférence. J'espère que c'est déjà réglé. C'était d'accord, merci. Nous allons faire avec notre conférence, vous allez guérir notre langage sujet des systèmes d'information géographique et des télévisions par un ingénieur géomaticien, cartographe. Donc, nous allons vous poser cette question. La première est la suivante. Comment les systèmes d'information géographique peuvent-ils être utilisés pour parmi les impacts environnementaux à l'échelle de la localité à la région mondiale? l'information géographique. Pour cartographier les impacts environnementaux, premièrement, la collecte des données, la collecte des données, deuxièmement, l'analyse spatiale, et après la modélisation et la simulation. Puis nous avons la visualisation et la cartographie, avec d'autres technologies. Donc, parlons de la collecte des données, par exemple. Ici, les systèmes permettent de collecter et intégrer des photographies provenant de différentes sources, organisées dans une base de données spatiale. Donc, cela permet effectivement à plusieurs utilisateurs d'accéder à une grande variété de données. Concernant l'analyse spatiale, spatiale avancée pour évaluer les impacts environnementaux. Donc, ici, on a une analyse des impacts en fait. Par exemple, les utilisateurs peuvent créer des modèles d'exploration spatiale pour estimer la production de l'air dans une zone donnée, ou encore analyser les changements d'utilisation de l'air pour évaluer l'impact sur la biodiversité. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir utiliser de pouvoir évaluer la cartographie des impacts environnementaux. Donc, si je parle ici, j'utilise la modélisation et la simulation, par exemple, qui est une pour évaluer l'impact environnemental. Ici, les filles ont une utilité de modéliser et de simuler les impacts environnementaux à différentes échelles. Par exemple, l'utilisateur peut créer des modèles de développement de l'eau pour évaluer l'impact de l'inondation ou des modèles climatiques pour prédire les changements climatiques et leurs conséquences sur l'environnement. Donc, avec tout ce qui est identité, avec les éléments qu'on aura déjà, on peut donc essayer de cartographier la zone proprement dite. Et on a l'identité avec d'autres, on peut comme la donc c'est ça. Merci. Merci, ingénieur Yonju Junior, pour votre intervention ici. J'ai encore une question pour vous. Oui. De quelle manière les systèmes d'information géographique peuvent-ils améliorer la prévision à long terme des changements environnementaux permettant ainsi une variation précise et proactive des impacts potentiels sur les écosystèmes naturels?
spatiaux pour étudier la dynamique du bateau. Par exemple, il permet d'identifier les zones affectées par la déforestation, l'érosion des sols, la pollution, et ainsi de suite. On peut donc aussi laisser de manière Allô? Allô? Ok, il parlait de la finance continue de l'activité apportée de manière efficace pour évaluer l'impact potentiel sur les écosystèmes naturels. Donc, par la finance continue, on monte un échange de manteau en permettant la mise en place des systèmes automatisés de collecte. Par exemple, nous avons des capteurs qui peuvent pour détecter les changements subtils dans les écosystèmes. Par exemple, l'expansion d'une zone humaine ou le déclin d'une zone végétale. Donc, merci. D'accord, merci ingénieur. Donc, si on peut bien comprendre, la plupart des logiciels SI et on a intégré l'intelligence artificielle à l'intérieur. D'accord, d'accord. Nous passons encore à part ces questions. Pour ceux qui ont des questions, veuillez bien lever la main. Monsieur Alex, nous passons la parole pour vos questions. Après la comporte en amont, c'est de faire, de généraliser les résultats d'une étude de impact environnemental de manière qu'on peut la transposer tout ça. Il y a la nature de trois yeux. D'accord, d'accord, merci pour votre question. Nous allons passer la parole à l'ingénieur Banissé. Je pense qu'il a déjà eu à répondre à cette question. Ingénieur Banissé, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Alex, pour votre question. Bon, est-ce qu'il est possible de généraliser un modèle qui a été utilisé dans un cas précis à d'autres cas exportés, comme vous l'avez dit, peut-être vers un autre, on va dire, supposons, je prends un cas terre à terre. Est-ce que si par exemple nous sommes dans une mine située peut-être dans la localité de l'Est Cameroun et que nous sommes en train d'exploiter l'or, peut-être on utilise l'impact environnemental de l'or dans la localité, est-ce que si on prend par exemple ce modèle qu'on a généré peut-être avec les modèles de prédiction et qu'on se déporte vers la Damawa où on utilise toujours l'or, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser le même modèle? Je dirais non. Je dirais non parce que la nature est assez complexe. La nature est assez complexe. Pour pouvoir utiliser le même modèle, il faudrait que nous soyons dans les mêmes conditions, on va dire les CNTP, les mêmes conditions de température et de pression. On va utiliser le même modèle, soit quoi, on sera obligé d'engrainer les données. On peut utiliser par exemple la même méthode peut-être, mais le même modèle non. On ne pourra pas utiliser le même modèle parce que les paramètres seront peut-être différents. Et même si ce sont les mêmes paramètres,
la façon dont les données progressent, la façon dont les données s'agencent seront différentes en fonction du contexte, dans le contexte géologique. Peut-être même la façon dont on crête l'or de ce côté-là sera différente de la façon dont on le crête. Et même si c'était la même façon, ce ne sont pas les mêmes individus. Donc, la manière dont le sol est constitué à la Damara ne sera pas la même manière dont le sol sera constitué à l'est. Donc, je peux dire ici dans ce cadre-ci que non, on ne peut pas utiliser un même modèle. On ne peut pas facilement exporter un modèle qui a été utilisé dans un cadre pour l'appliquer dans un autre cadre. On sera obligé de réentraîner les données pour pouvoir générer un nouveau modèle de prédiction qui convient le plus à la localité dans laquelle on se trouve et dans ce sens-là, obtenir un nouvel modèle de prédiction. Même si c'est la même méthode, c'est-à-dire supposons qu'on utilise les forêts aléatoires dans les deux localités, les modèles seront forcément distincts en fonction de la manière dont les données se comportent. Bon, c'est vrai que il peut arriver, ce n'est pas exclu que les modèles soient identiques, mais bon, c'est quasi improbable. Toute probabilité pour que deux modèles soient exportés dans deux zones différentes est quasiment hautement improbable. Parce que ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle, même une conclusion qu'on a peut-être prise de façon géologique sur une localité ne sera pas la même conclusion sur une autre localité, parce que les données changent, le phénomène change, la nature est assez complexe. Donc à chaque fois, on est obligé de se servir des informations issues de là-bas en plus de générer un nouveau modèle de prédiction. Merci. D'accord, merci ingénieur Serge. On va encore répéter à chaque problème, à chaque situation, chaque contexte, ces solutions. Donc, on ne peut pas prendre un problème, une solution A, aller directement appliquer à une solution B, un problème B. Bon, nous allons passer la parole à M. Alassane. Monsieur Alassane, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Je ne me suis pas présenté d'abord. Je suis Ahmed Alassane, ingénieur hydrogéologue du côté du Niger. Je suis venu en retard par rapport à la réunion. Ce thème est particulièrement très important pour moi du point de vue pratique, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est à la mode. Donc, j'ai raté le début de la présentation. Donc, je ne sais pas, ma question est que est-ce que, par exemple, lors de cette présentation, je ne sais pas comment ça marche ce truc d'intelligence artificielle. Parce que, par exemple, je ne sais pas si c'est le même cas en hydrogéologie. Donc, le modèle, une fois créé, il faut beaucoup l'entraîner. Il faut intégrer beaucoup de données pour pouvoir l'entraîner avant de faire des simulations. Donc, par exemple, en hydrogéologie, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut intégrer dans les programmes. Par exemple, les données géologiques, les données piézométriques, les données, avant de lancer le modèle. Je ne sais pas ici, dans ce cas de la gestion environnementale, est-ce que le modèle a été entraîné ou bien il utilise directement les données? C'est une modélisation ou bien c'est un programme bien écrit? C'est ça ma question. Merci, nous avons bien suivi votre question. Nous passons à l'ingénieur Ambani Serge pour qu'il puisse répondre. L'ingénieur Ambani Serge. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette question, ingénieur Alassane. Est-ce que le modèle a été entraîné? Oui, le modèle a été entraîné. Forcément, pour pouvoir... la modélisation, c'est en fait le processus qui concourt à la création d'un modèle. Donc, lorsqu'on veut effectuer, par exemple, une prédiction, on utilise forcément un modèle. Le modèle, on l'obtient comment? On l'obtient à partir des données. C'est le même principe que vous venez de citer en hydrogéologie. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres d'entrée. Il y a des paramètres qui influencent le phénomène. Ce sont ces paramètres-là, ainsi que les paramètres l'information qu'on essaie d'obtenir. On entre toutes ces informations. Vous avez parlé, par exemple, lorsqu'on effectue une modélisation géologique, on utilise le niveau piézométrique, on utilise la densité, la viscosité. Tous ces paramètres-là sont des paramètres qui peuvent entrer en compte. Et aussi, on peut les utiliser pour effectuer une prédiction, une estimation, une modélisation même.
une optimisation, bref, pratiquement tout ce avec l'intelligence artificielle, on peut pratiquement tout faire. Je crois que je réponds à votre question. C'est le même principe que ce que vous avez énoncé. Merci. D'accord, merci, ingénieur Serge. Monsieur Alassane, j'espère que vous êtes satisfait de la réponse donnée par M. Serge. Donc, excusez-moi, je suis vraiment satisfait de la réponse. Et maintenant, moi, j'ai un souhait à exprimer ici. Par exemple, nous, on n'a pas fait la programmation en tant que serait mieux de préparer une autre conférence dans le cadre de la gestion dans l'intégration de ces données. Si on allait prendre prochainement un ensemble de données qu'on peut mettre dans P3 pour voir comment le modèle réagit, et ça serait mieux. C'est juste un souhait que j'ai exprimé. Je remercie les différents présentateurs. Merci. D'accord, nous avons pris en compte votre suggestion. Nous vous demandons de vous rapprocher. Vous êtes dans le forum. Je vais demander si vous êtes dans le forum WhatsApp. Monsieur Alassane. Oui, effectivement, je suis dans le forum WhatsApp. D'accord, vous allez rencontrer les administrateurs du forum WhatsApp pour des détails par rapport à cela. Ok, merci bien. Nous attendons encore aux différentes interventions. Tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, que ce soit du domaine des télédétections, système d'information géographique, intelligence artificielle, les incompris, nous attendons aux interventions, ou même les améliorations, car nous sommes tous ici pour apprendre. Ingénieur Yoncho, là. Ingénieur Yoncho, est-ce que là, si c'est le cas, faites tout signe. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Vous êtes tous satisfaits, peut-être satisfaits, peut-être pas satisfaits. Mais nous sommes tous ici pour apprendre, c'est pour ça qu'on demande à chacun d'apporter sa contribution, que ce soit en question, que ce soit en suggestion, que ce soit en complément. Alors, nous allons mettre un fin à la conférence. Puis samedi 27 janvier 2024. Bon, merci à toutes et à tous ceux qui ont pris de leur temps pour partager avec nous ce moment de connaissance. Qui détient la connaissance, détient beaucoup de choses et sort de plus en plus de la galère, de la pauvreté. Nous allons tous sortir de cette pauvreté, de cette misère. Merci, bonsoir à tous. Et bonne qualification aux Lions indomptables du Cameroun qui affronte tout à l'heure Nigeria. Merci beaucoup à tous. Je remercie aussi l'ingénieur Abende pour son apport par rapport au niveau, en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ici, les questions de l'ingénieur Alex, parce que c'est facile de mettre un modèle. C'est facile de faire un modèle et de dire, OK, voilà le modèle, mais parfois même, il faut se poser la question de savoir si le modèle que nous avons conçu est un bon modèle. Est-ce qu'il respecte la réalité? Est-ce que ce modèle-là permet de mettre en exergue un phénomène naturel? Est-ce que c'est un modèle fictif ou alors c'est un modèle qu'on peut exploiter? Parce qu'il y a des modèles qui ne sont vrais que sur la machine, mais sur le terrain, c'est autre chose. Donc, parfois, il est important de savoir quels sont les éléments qu'on peut utiliser pour évaluer effectivement la pertinence d'un modèle. Encore que même cela, ça dépend aussi de la manière dont les données ont été analysées. Donc, je remercie chacun d'entre vous pour cet apport, cette conférence. J'espère que nous allons multiplier des échanges comme ceci, nous permettant d'apprendre sur des domaines divers et variés. Comme l'ingénieur Benela dit, les méthodes telles que l'intelligence artificielle ou encore la géostatistique
sont des méthodes qui sont, on peut dire, nouvelles encore sur en phase de recherche. La majorité des cas dans lesquels ils sont appliqués sont plus dans la recherche. Donc, dans la mine, ils sont encore en train du moins, sur la phase test. Donc, avec les publications des uns et des autres dans le cadre de la recherche scientifique, on espère vraiment pouvoir être capable d'imposer ces méthodes-là actuellement dans le domaine minier et beaucoup plus dans le contexte africain parce que ailleurs, on commence quand même déjà à les implémenter. Donc, merci à tous et bonne qualification des Lions. L'intelligence artificielle aide à la décision. On est toujours derrière pour prendre la décision. La dernière décision revient à l'homme. Les machines vont travailler, l'homme va décider. Merci à tous. Bonne soirée.